par les standards est de faire de nous des consommateurs les plus obéissants et les plus passifs possibles, au lieu d'être des citoyens qui réfléchissons à notre avenir, à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de nos petits-enfants, à la gestion des ressources. Ce système, qui est le système de la mondialisation, est un système qui vise à nous rendre les plus obéissants possibles et les moins pensants possibles. De plus, deuxièmement, il est profondément inéquitable. Il vise à ne former qu'une élite hautement qualifiée et à rendre les autres dépendants de cette élite. C'est un leurre de penser qu'il y a de l'emploi pour tous sur cette planète. Or, on ne cesse de nous bassiner les oreilles avec le message suivant: plus vous aurez un niveau de qualification élevé, au plus vous arriverez à trouver de l'emploi. C'est vrai, mais c'est vrai pour un petit nombre. C'est sans compter la saturation du marché de l'emploi. Vous savez que d'après le BIT, le Bureau international du travail, depuis la crise de 2008, on a perdu de par le monde plusieurs dizaines de millions d'emplois. 40 millions, 50 millions d'emplois. Aujourd'hui, la grande majorité de ces emplois n'a pas été retrouvée. Et donc, c'est un mensonge de prétendre qu'un très grand nombre de citoyens du monde vont pouvoir accéder à des emplois hautement qualifiés. Il est nécessaire, donc il y a une saturation du marché du travail, et si les systèmes économiques veulent s'y retrouver, il va falloir repenser à d'autres types d'emplois, à un regard plus raisonnable sur l'emploi que l'on veut proposer à nos jeunes. Je suis même un de ceux qui pensent qu'à l'avenir, à côté d'études universitaires, tout étudiant qui fait des études universitaires va devoir apprendre un métier manuel, un métier de plombier, un métier d'agriculteur, un métier de menuisier, un métier de l'hôtellerie, et donc que l'on va s'acheminer vers une articulation de qualification de différents niveaux. Troisièmement, le système actuel tend à manquer de profondeur. Je regarde si les nuances de gris passent bien sur l'écran. Et donc, je représente ça par l'image d'un arbre. Hier, c'est-à-dire il y a 10-15 ans, l'arbre des connaissances était un arbre qui était gérable par l'école. Il y avait tout ce qui est le feuillage et que j'associe à l'outillage commun, l'outillage de surface, c'est-à-dire tous les savoirs, tous les savoir-faire. En gros, c'est tout ce qu'on peut trouver sur Internet, tout ce qui relève de l'information, sans vouloir dénigrer, mais c'est une information que je considère une information de surface, un outillage de surface. Et alors, l'outillage de profondeur, qui est tout l'apprentissage de la pensée, l'apprentissage de l'argumentation, l'apprentissage du regard critique, tout ce qui est la conceptualisation, c'est-à-dire tout ce qui demande un effort d'intériorisation et d'appropriation par la personne. Tout ça, ce sont les racines de l'arbre. Et la surface ne peut se développer que si, on le sait, l'arbre est bien ancré dans le sol.
Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Et là, c'est l'arbre qui se trouve à droite du tableau. On a un feuillage qui s'est développé. Vous savez que les spécialistes estiment aujourd'hui que la connaissance disponible sur la planète double tous les 7 ans. Nous sommes en 2011, 1997, ce n'est pas tellement loin, il y a 14 ans. La connaissance disponible sur la planète était 4 fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, cette connaissance a quadruplé. Cette connaissance a doublé depuis 2004. A doublé. Et donc, on se trouve face à une énorme montagne de connaissances et on demande à l'école de gérer ce développement, cette progression de la connaissance. Autant vous dire que c'est un pari qui est impossible à tenir. Mais pourtant, c'est le pari que l'école essaye de relever. Mais que se passe-t-il? Les enseignants sont confrontés à ces programmes dans lesquels on ajoute, puisque la connaissance ne fait que se développer. Et on ajoute, et on ajoute, et on ajoute. Que se passe-t-il? C'est que les enseignants, face à cette augmentation de savoir, de connaissances, progressivement abandonnent tout ce qui est l'outillage de profondeur et se contentent de développer l'outillage de surface. J'ai été effaré d'apprendre en septembre 2010 qu'il y a eu, vous avez peut-être entendu parler de ce colloque, ça s'est passé en France, je ne sais plus où, un colloque dans lequel on s'est posé très sérieusement la question suivante: les étudiants qui commencent des études universitaires en mathématiques, jusqu'où faut-il les amener à comprendre les notions mathématiques de base? Jusqu'où faut-il les amener à comprendre les notions mathématiques de base? Eh bien, pour moi, former dans des études scientifiques en se posant la question, est-ce que les élèves doivent avoir une compréhension, est-ce que les étudiants doivent avoir une compréhension en profondeur des phénomènes, eh bien pour moi c'est un signal d'alarme excessivement fort. Et donc, vous savez que je suis un fervent militant pour alléger les programmes de tout ce qui est accessoire, de tout ce qui est superflu, mais pour asseoir convenablement les bases des apprentissages des élèves et des étudiants, à quel niveau que ce soit. Et quel est le niveau le plus important pour moi, qui est le niveau le plus important pour l'action? Vous pouvez l'imaginer. Pour moi, c'est la première et la deuxième année primaire. C'est à ces niveaux-là que l'on devrait mettre les enseignants les plus qualifiés. C'est à ces niveaux-là qu'on ne peut pas se permettre la moindre lacune. Et les pièges sont nombreux. Je vous donne un exemple en mathématiques de piège dans lequel il faut éviter de tomber, et je m'adresse aux enseignants de première et de deuxième année primaire s'il y a dans cette salle. Le système de numération. Vous savez qu'un élève de deuxième année primaire peut très bien réussir en mathématiques sans jamais avoir compris le système de numération, c'est-à-dire sans jamais avoir compris comment fonctionne le passage unité, dizaine, centaine. Pourquoi? Parce qu'en première et en deuxième année primaire, on se contente de travailler sur les nombres de 0 à 100 et que les élèves peuvent très bien développer des mécanismes pour additionner, pour soustraire, qui sont des mécanismes automatiques qu'ils ont développés par eux-mêmes, mais sans comprendre ce passage unité, dizaine, centaine.
et on se retrouve en 3e, 4e primaire, et ça dure jusqu'à la 5e, 6e primaire et au collège, avec des enfants qui ont d'énormes difficultés en mathématiques. On se dit, mais pourtant ils ont réussi en 2e primaire, ils ont réussi en 1re, en 2e primaire, et ils échouent en 3e primaire, en 4e primaire. Ils ne comprennent pas tout ce système de centaines, d'unités de 1000, etc. Pourquoi? Mais parce qu'à partir de la 3e primaire, on va aller jusqu'à 1000, puis on va aller jusqu'à 10 000, 100 000, 1 million, puis on va voir les nombres décimaux, etc. Et les élèves qui n'ont pas compris le système de numération vont se trouver complètement perdus dans ces apprentissages. S'il y a pour des enseignants un investissement qui est rentable, à quel niveau qu'on se situe? C'est de passer du temps à faire comprendre aux élèves les fondements du système de numération décimale. Parce que ça intervient à tous les niveaux. Et les lacunes, et souvent héritées des petites classes, et je vous ai expliqué pourquoi, c'est parce que très souvent les enseignants de 1re et de 2e primaire se contentent malheureusement d'une connaissance un peu superficielle des mécanismes, puisqu'ils peuvent s'en passer. Et donc, c'est quelque chose dont il faut être conscient au niveau d'une équipe d'enseignants en primaire, mais au collège, si vous trouvez des élèves qui ont des difficultés en numération, j'ai personnellement une fille qui enseigne au niveau du collège en Belgique, en 1re et en 2e année du collège, et elle passe la moitié de son temps à travailler la numération avec ses élèves. La moitié de son temps. Et ça donne d'excellents résultats.